L'affaire Émile, l'horrible vérité révélée trop tard. Le drame du petit Émile, disparu à l'âge de 2 ans dans un paisible village des Alpes de Haute-Provence, a choqué la France entière. Aujourd'hui, des révélations glaçantes sur les aveux enregistrés de son grand-père, Philippe Vedovini, ont relancé l'affaire dans une tournure tragique et déchirante. Que s'est-il réellement passé le 8 juillet 2023 ? Quel secret se cache derrière les murs d'une famille apparemment normale? Dans cet article, nous allons revenir en détail sur la disparition d'Émile, la découverte de ses restes et les conséquences tragiques qui ont suivi. Si vous aussi vous cherchez la vérité et refusez de vous taire, abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucune mise à jour et laissez votre avis dans les commentaires. Pensez-vous que toute la vérité a été dite? Lisez maintenant la suite de notre enquête exclusive. La disparition d'Émile et les premières investigations, le samedi 8 juillet 2023, le petit Émile Soleil, âgé de seulement 2 ans et demi, disparaît brutalement dans le minuscule hameau du Haut-Vernay, perché à 1200 mètres d'altitude dans les Alpes de Haute-Provence. Le drame se noue en l'espace de quelques minutes dans ce lieu isolé où tout le monde connaît tout le monde. Ce jour-là, alors que ses parents sont absents, l'enfant est confié à ses grands-parents maternels, Anne et Philippe Vedovini. Selon les premières déclarations, il aurait échappé brièvement à leur vigilance avant de disparaître sans laisser de traces en fin d'après-midi. L'alerte est rapidement donnée et la machine des secours se met en marche. Gendarmes, pompiers, maîtres chiens, drones, hélicoptères, tout est mobilisé. Près de 800 hectares sont ratissés pendant plusieurs jours. Des plongeurs sondent les cours d'eau alentour, des battues citoyennes sont organisées avec l'espoir de retrouver l'enfant vivant. Les autorités lancent un appel à témoins national. Mais malgré l'ampleur des moyens déployés, aucun indice probant ne permet d'expliquer ce qui a pu arriver au petit garçon. Pas de traces de sang, pas de vêtements abandonnés, pas d'objets personnels retrouvés. Dès lors, les hypothèses se multiplient. Un accident ? Une chute dans un ravin, une attaque animale, une fugue impossible à son âge. Rapidement, les enquêteurs envisagent aussi la piste criminelle. Un enlèvement, une action malveillante, le Haut-Vernay devient un lieu bouclé sous haute surveillance et les habitants sont entendus un à un. Les tensions commencent à monter dans ce village qui se croyait à l'abri de la violence du monde extérieur. Au fil des semaines, l'enquête s'oriente peu à peu vers la sphère familiale. Plusieurs éléments suscitent des interrogations, notamment des incohérences dans les témoignages initiaux de certains membres de la famille, des délais flous entre la disparition et l'appel au secours, des attitudes observées comme froides ou détachées par certains enquêteurs. De manière plus discrète, la personnalité du grand-père maternel, Philippe Vedovini, commence à inquiéter. Ostéopathe, connu dans sa région et père de familles nombreuses, Vedovini est aussi décrit comme un homme intransigeant, à la religiosité rigide, avec une forte influence sur sa famille. Il aurait notamment entretenu dans le passé des liens avec la communauté traditionnaliste de Riomont, déjà éclaboussée par des affaires de maltraitance. Certaines sources parlent d'un homme au tempérament autoritaire, difficile à contredire, un passé judiciaire dans les années 1990 pour des faits de violence éducative sur mineurs aurait été signalé sans suite judiciaire ferme. Mais les soupçons planent. La rumeur enfle. Pourquoi un homme aussi intelligent, aussi structuré, n'a-t-il pas remarqué l'absence de son petit-fils plus tôt ? Pourquoi les vêtements du petit Émile, soigneusement rangés dans sa valise, semblaient-ils n'avoir jamais été utilisés ce jour-là ? Des écoutes téléphoniques entre membres de la famille, mises en place dans le cadre de l'enquête, révèlent des échanges tendus, parfois contradictoires. Le 25 mars 2025, l'enquête franchit un cap décisif. 2 ans après les faits, les gendarmes de la section de recherche de Marseille placent en garde à vue 4 membres de la famille d'Émile, ses grands-parents, Philippe et Anne Vedovini, et 2 de leurs enfants majeurs. Les chefs d'inculpation sont lourds, homicide volontaire et recel de cadavres. En parallèle, une série de perquisitions est menée dans leur domicile principal à la Bouilladis, Bouches-du-Rhône. Des véhicules sont saisis, notamment une voiture familiale qui aurait été utilisée le jour de la disparition. Cependant, à l'issue des 48 heures de garde à vue, les 4 personnes sont relâchées. Aucune preuve matérielle formelle ne permet encore de confirmer les soupçons. Les aveux attendus ne viennent pas. Si l'enquête est loin d'être terminée, cette opération révèle à l'opinion publique que la piste familiale est désormais la principale explorée par les autorités. Elle fait basculer l'affaire dans une dimension intime, tragique et infiniment plus sombre. La découverte des restes d'Émile et les aveux enregistrés, alors que l'enquête semble enlisée dans la suspicion et le manque de preuves solides, un événement inattendu ravive soudainement l'affaire Émile. Le 30 mars 2025, près de 2 ans après la disparition du garçon, un randonneur dans une zone boisée près du Haut-Vernay a découvert des restes humains. Elle a immédiatement donné l'alerte
et les autorités ont envoyé une équipe médico-légale sur les lieux. L'analyse génétique a rapidement confirmé ce que tout le monde craignait. Il s'agissait bien d'Émile Soleil. Les squelettes ont été découverts à seulement 2 km du domicile des grands-parents, dans une zone qui avait été fouillée à plusieurs reprises par les sauveteurs, ce qui a laissé les enquêteurs extrêmement curieux. Plus inquiétant encore, les vêtements retrouvés près des restes, une petite veste jaune, un short et des chaussures, présentaient peu de signes de décomposition, comme s'ils avaient été récemment déplacés ou conservés dans un endroit protégé avant d'y être placés. Cette divergence motive la théorie de la dissimulation volontaire du corps. Les premiers examens du crâne d'Émile ont également révélé un grave traumatisme facial, difficilement explicable par une simple chute. Pour les experts, ces blessures indiquent un coup violent, renforçant la théorie du crime, notamment l'acte d'origine humaine, intentionnel ou non. Dans ce contexte tendu, une nouvelle preuve importante a été découverte dans les effets personnels de Philippe Vedovini. Il s'agit d'un enregistrement audio retrouvé sur une clé USB cachée dans le tiroir de son bureau à la Bouilladis. Ce dossier contient une confession glaçante. On entend la voix du grand-père d'Émile, calme mais teintée de tristesse, confesser qu'il a tué accidentellement son petit-fils. Selon son propre récit, dans un moment de tension, Émile aurait désobéi à un ordre ou provoqué un incident mineur. Et dans un accès de colère incontrôlée, Philippe aurait porté un coup fatal à Émile. Terrifié lorsqu'il a réalisé l'ampleur de ses actes, il aurait caché le corps près de chez lui, puis serait revenu se déplacer. Ce témoignage bouleversant, sans témoin, a révélé l'ampleur du drame familial. Il met en lumière un mélange tragique de colère, de honte et de peur, et soulève des questions sur le silence qui dure depuis près de 2 ans. Pourquoi Philippe ne l'a-t-il pas dit plus tôt? Qui sait vraiment ce qui s'est passé? Ce sont de nouvelles questions auxquelles les enquêteurs doivent de répondre. Mais avant qu'ils puissent à nouveau convoquer Philippe Vedovini, la tragédie a pris une tournure irréversible. Le 12 mai 2025, quelques jours seulement après la découverte des restes d'Émile et l'enregistrement, le corps sans vie de son grand-père a été retrouvé à l'intérieur de sa voiture, garé près d'une petite chapelle isolée, non loin de l'endroit où les restes ont été découverts. À côté de lui, se trouvait une boîte à pilules vide et une lettre manuscrite adressée à sa famille. Dans ce discours d'adieu, il a exprimé de profonds remords, du désespoir et a demandé pardon pour les souffrances qu'il avait causées à ses proches. Il n'a pas évoqué de complicité, mais a insisté sur le fait qu'il avait agi seul et qu'il ne voulait pas que sa femme et ses enfants soient impliqués. Ce suicide marque un tournant décisif dans l'affaire. D'un côté, il semble clore le chapitre judiciaire en offrant une explication, aussi horrible soit-elle, à la disparition d'Émile. D'un autre côté, cela soulève également de nombreuses zones d'ombre. Si la confession était réelle, pourquoi n'a-t-elle pas été enregistrée au préalable? Pourquoi personne n'a jamais soupçonné la fragilité mentale de Philippe? Et surtout, les autres membres de la famille les sont-ils vraiment ignorants? Au lieu de classer l'affaire, les enquêteurs continuent toujours leurs investigations pour savoir ce qui s'est réellement passé du 8 juillet 2023 jusqu'au décès de Philippe Vedovini. Cependant, l'opinion publique a été extrêmement choquée. Les médias rapportent massivement les nouveaux événements et tout le pays est ému par le destin tragique du garçon au sourire timide mais devenu tristement célèbre. L'image de la famille Vedovini, autrefois réservée et pieuse, a été brisée. La douleur fut d'autant plus grande que l'espoir faible mais persistant de retrouver Émile vivant s'éteignit complètement. Dans cette atmosphère pesante, la justice est désormais attendue à un autre niveau, la vérité complète et sans compromis dans une affaire dont l'horreur a pénétré jusqu'au cœur de la famille. Répercussions, douleurs et zones d'ombre persistantes. Le suicide de Philippe Vedovini, survenu quelques jours après la découverte des restes d'Émile et de l'enregistrement de ses aveux, n'a pas mis un terme au choc collectif. Bien au contraire, loin d'apporter un véritable soulagement, il a ravivé les tensions, creusé les fractures familiales et soulevé une vague d'indignation dans l'opinion publique. Car si l'enregistrement semble confirmer l'implication directe du grand-père dans la mort tragique de l'enfant, de nombreuses questions restent sans réponse, laissant planer une ombre lourde sur cette affaire déjà marquée par le silence, le doute et la culpabilité. Au sein de la famille Vedovini, la déflagration est totale. Anne Vedovini, épouse de Philippe et grand-mère d'Émile, s'exprime pour la première fois publiquement quelques semaines après le drame. Dans une lettre lue par son avocat, elle dit sa douleur, sa stupeur face aux révélations et clame n'avoir jamais soupçonné son mari. Elle affirme avoir cru, jusqu'au bout, à une disparition accidentelle ou à un enlèvement. Pourtant, les enquêteurs ne peuvent ignorer que certains comportements passés, certaines réticences à coopérer et plusieurs incohérences dans les récits de la journée du 8 juillet 2023 pourraient indiquer qu'elle en savait plus qu'elle ne le laisse entendre. L'un des aspects les plus sombres de cette affaire réside dans les conséquences en chaîne qu'elle a provoquées. Parmi elles, le suicide du prêtre Claude Gilliot,
figure bien connue du cercle traditionnel catholique proche de la famille, a choqué toute la région. Quelques semaines avant sa mort, l'abbé Gilliot avait été perquisitionné par les autorités dans le cadre de l'enquête. Officiellement, il n'était pas suspecté de crime, mais les enquêteurs cherchaient à savoir s'il avait eu connaissance d'une confession liée à la disparition d'Émile. Certains membres de la famille, notamment un des fils Vedovini, l'auraient accusé de trahison, estimant qu'il avait collaboré avec les gendarmes en fournissant des éléments confidentiels. Sous pression, isolé, profondément affecté par la tournure des événements, le prêtre met fin à ses jours. Sa sœur déclare publiquement que l'acharnement de certains membres de la famille et Vedovini a contribué à son geste désespéré, ouvrant un autre volet dramatique de cette tragédie. Mais les doutes persistent, même après les aveux de Philippe Vedovini. Les enquêteurs poursuivent leur travail d'analyse, notamment pour comprendre si d'autres membres du cercle familial ont pu aider, couvrir ou du moins se taire sciemment après les faits. Le déplacement du corps d'Émile, manifestement effectué bien après sa mort, ne peut avoir été organisé sans moyens logistiques, et l'on peine à croire qu'un homme seul, sous surveillance médiatique et policière, aurait pu agir sans attirer l'attention. Des expertises sont en cours pour déterminer les dates précises d'exposition des vêtements, l'éventuelle présence d'ADN tiers sur le corps, ainsi que l'analyse approfondie du domicile des grands-parents en quête de nouvelles preuves. Les tensions avec les parents biologiques d'Émile, jusque-là restés discrets, s'intensifient également. Si les médias ont respecté leur souhait d'anonymat, des proches laissent entendre que la relation avec la famille maternelle était conflictuelle bien avant le drame. Le père d'Émile, notamment, aurait exprimé à plusieurs reprises sa défiance envers les méthodes éducatives du grand-père, qu'il jugeait excessivement dures et dogmatiques. Certains témoins affirment même qu'il avait refusé à plusieurs reprises de confier l'enfant aux soins exclusifs de Philippe Vedovini, ce qui jette une lumière encore plus tragique sur la chaîne d'événements ayant conduit à la mort du petit garçon. À l'échelle nationale, l'affaire Émile dépasse désormais le simple cadre judiciaire. Elle est devenue un symbole de l'horreur familiale, du poids des secrets et de la faillite d'un modèle d'autorité fondé sur le silence et la peur. De nombreux spécialistes en psychologie familiale ont pris la parole dans les médias pour évoquer le syndrome du huis clos familial, ce mécanisme destructeur qui empêche les victimes et les témoins de parler, de demander de l'aide ou d'alerter les autorités. Certains appellent même à une réforme de la législation autour de la maltraitance intrafamiliale avec des mesures renforcées de prévention et d'accompagnement psychologique. Malgré tout, le sentiment d'inachevé demeure. Car si Philippe Vedovini a emporté avec lui une partie de la vérité, une autre partie reste à découvrir. Les enquêteurs ont promis de continuer sans relâche jusqu'à ce que tous les éléments soient établis, toutes les responsabilités connues. La justice désormais ne vise plus uniquement à désigner un coupable, mais à reconstruire le puzzle complet de cette tragédie familiale pour qu'Émile, à défaut d'avoir été sauvé, puisse au moins reposer en paix dans une vérité pleinement révélée. Merci d'avoir suivi cette enquête jusqu'à la fin. L'affaire Émile nous rappelle à quel point la vérité peut être longue et douloureuse à révéler, surtout lorsqu'elle touche à l'intimité d'une famille. Votre présence, votre écoute et vos réactions sont essentielles pour continuer à faire vivre ce type de journalisme de vérité, sensible et engagé. Si ce reportage vous a touché, n'hésitez pas à liker la vidéo, à partager vos impressions en commentaire et surtout à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines enquêtes exclusives. Ensemble, continuons à poser les bonnes questions, à chercher la lumière dans les zones d'ombre et à donner une voix à ceux qui ne peuvent plus parler. Activez la cloche pour être alerté dès la publication de la prochaine vidéo. Merci pour votre confiance et à très bientôt sur notre chaîne.